Adi. Moi, c'est Kevin Desbois. Mais bon, je veux pas me présenter, j'ai pas que ça à faire, puis tout le monde s'en fout. Aujourd'hui encore, je pars à l'aventure. En effet, je pars faire le tour du flac. Non, non, pas ce genre de flac. Pas non plus ce genre de... Mais bien ce flac, le grand et célèbre flac de Vassivière, situé au fin fond de la montagne Limousine, à 650 000 mm d'altitude et d'une surface de 97 milliards 600 millions de centimètres carrés, ce flac peut contenir plus de 106 millions de litres de cette substance qui fait rouiller et dans laquelle virevoltent une multitude de poiscailles et autres organismes, selon les chiffres manipulatoires de Buzz FM TV. Pour cette expédition, je serai accompagné de 7 hommes, enfin, ce qu'il en reste, étant donné son état de décomposition déjà bien avancé. Cet homme est un éminent chercheur en simplicitude intrasensorielle qui avait maintes fois fait le tour de son calbut avant de trouver l'entrée. Il avait passé de nombreuses années au sein de tribus indianistes, ces hommes et ces femmes à la peau blanche qui vivent en pagne, leurs cheveux ornés de plumes et qui se regroupent dans des tipis pour siroter convivialement des litres de whisky troqués pas cher au Lidl du coin. Il possède une intelligence toute particulière qui lui avait permis d'établir des liens de corrélation du vivant, tels que 2 neurones que multiplie la racine carrée du bonsaï, ça rentre mieux sur l'étagère, est égal à la somme de 2 plus 1 slip kangourou que je n'aurais jamais dû acheter sur Amazon Prime la semaine dernière. Il était de ce fait reconnu par les plus grandes universités du monde comme Harvard ou Timberland. Il était notre sage, notre professeur. Il bercera malgré ses difficultés d'allocution notre périple de son expérience et de ses nombreuses théories. Et celui-là, c'est l'homme qui accompagnait souvent le professeur. La longueur de ses jambes lui permettait aisément d'enjamber la plupart des genêts. J'adore les genêts. Ce qui est une faculté très rare, bien que tout à fait inutile, puisque le chemin passe toujours à côté des genêts. Il était un creusois, un vrai, 100% pure souche. C'est sa femme, qui était aussi sa sœur et sa fille, qui l'avait jadis présenté au professeur afin de tenter de lui enseigner 2 ou 3 choses de la vie. Bien que le père du premier, qui était aussi son oncle et son frère, s'y oppose. Le garçon décida de suivre, comme moi, les précieux enseignements du professeur. On ne pouvait voir son visage, s'il en avait un vu son taux de consanguinité. Il avait depuis tout petit décidé de se cacher derrière le premier caleçon que lui avait offert sa grand-mère, qui était aussi sa tante et son oncle, dès la puberté, et personne ne savait réellement à quoi il ressemblait. En plus d'avoir une démarche de manchot unijambiste et chassier, il avait un vocabulaire très restreint. En effet, il ne vocalisait qu'à base de « Professeur !» de « ou encore de seulement 3 sons, qu'il était d'ailleurs capable d'émettre simultanément depuis les 2 orifices reliant de part et d'autre son tube digestif avec l'extérieur de son corps élancé. Après un voyage éreintant de 1320 secondes pour parcourir pas moins de 202 000 décimètres à bord de ma vieille guimbarde de boxeur ancien minibus pour handicapés, nous arrivâmes enfin sur les rives sauvages du Flac, au beau milieu de la Creuse profonde. Car oui, plus on creuse, plus le Flac est profond. C'est QFD. Nous entamâmes donc le chemin dans ces nouvelles contrées. Le professeur, toujours soucieux de l'harmonie du grand tout, n'avait pas oublié de prendre un peu de pain, pour les poules d'eau, au cas où elles voudraient bien lui pondre un œuf en échange. Nous traversions ici de somptueuses forêts, dans lesquelles les arbres poussaient de manière si ordonnée que la nature elle-même n'aurait su les ranger mieux, sûrement à coup des ésodes. L'ézode, espèce susceptible d'occasionner des dégâts, était le seul réel danger dans ces contrées reculées, la seule chose que nous ayons réellement à craindre. Peu nombreux étaient les spécimens locaux, mais de nombreuses traces de leur présence ancestrale s'affichaient déjà à nos yeux avertis. Cependant, de ma grande expérience d'aventurier, je savais que l'ézode rurale était assez peu virulente. Je restais donc confiant. De toute manière, nous étions équipés de chiens satellites qui nous avertiraient de la présence du moindre danger et qui niqueraient par la même occasion la plupart de mes séquences vidéo tout au long de ce périple. Nous arrivâmes vite au premier camp de base. Le pied-à-feu, le trépied, les bancs et les bûches avaient été préalablement installés, puis laissés là, lors d'une dernière expédition avec une horde de pirates en canoë qui vouaient un culte particulier à un certain capitaine Morgan. Mais l'heure n'est pas encore à s'adonner au repos. Avant la tombée de la nuit, il faut monter le camp et amasser les réserves de bois qui subviendront à nos besoins pour le soir et le lendemain matin.
Pour ma part, je m'attelle à abattre un vieil arbre mort sur pied, à le débiter, puis à le bâtonner, afin d'aller chercher le cœur du bois qui, après cette période de mousson, est censé être encore sec. Muni de mon schlass de chasse trop la classe, je fis des plumeaux de bois afin que la future flamme puisse s'y installer confortablement, s'en nourrir et se propager à d'autres morceaux de bois. J'aime beaucoup les vidéos de bushcraft. J'ai d'ailleurs toujours rêvé de pouvoir filmer moi-même ce genre de vidéos de bushcraft. De temps en temps, j'aime bien une blog parce que ce tabac est dégueulasse. Je suis très doué pour allumer des feux mouillés. Mais bon, c'est pas... Enfin. Tiens, voilà, il y a 20 grammes. C'est beau, non? Mais en vérité, un feu mouillé, ça ne brûle pas. J'ai donc dû m'y reprendre à 3 fois et finir par utiliser mon joker. Un allume-feu que j'avais préalablement confectionné à base de cire d'abeille et d'un Tampax Nanagoud invisible sans applicateur souffre d'abord en corolle. Une valeur sûre. Le feu allumé, nous pûmes enfin mettre à cuire les quelques verges de brocart que nous avions pu subtiliser à de jeunes mâles fringants à la précédente expédition, ce qui ne manqua pas d'inspirer le professeur. Je vais vous expliquer qu'en fait, chez les hommes, il y a 2 zygonnètes. Nous avons la première zygonnette qui est la zygonnette chair et la zygonnette sang. Quelle est la différence? Eh bien, la zygonnette chair, qu'elle soit au repos ou en érection, elle a toujours la même longueur. La zygonnette sang, elle est toute petite, mais en érection, elle devient, bien sûr, d'une autre taille, comme la zygonnette chair. Bien sûr, vous n'allez pas me croire, mais je vous confirme une chose, vous baissez votre falzar et vous regardez si elle est toute petite ou si elle est plus grande. Si elle est plus grande, c'est chair, et plus petite, c'est sang. C'est sur ces mots savants du professeur que nous allâmes nous glisser dans nos sacs de couchage afin d'y passer une bonne nuit de repos. Bien évidemment, après avoir vérifié la véracité de la théorie. Putain, il ronfle en plus.